de ce fonds, de son histoire, avec un objectif double. Le premier qui consiste à encourager l'analyse scientifique de la collection du CNAP et d'autre part d'améliorer sa visibilité en décrivant cette collection quand même exceptionnelle à la fois par sa durée, puisqu'elle est créée à l'occasion de la Révolution française, par ses modalités d'acquisition, achat, don et commande, par son ampleur, comme on va pouvoir le voir. Donc après une brève présentation à la fois de la collection du CNAP et du Media Lab, et une remise en contexte aussi de ce genre d'événement DataSprint, donc je reviendrai là-dessus dans une première grosse introduction, je vous présenterai de premiers résultats en évoquant les 4 pistes qui ont été présentées, enfin travaillées lors de cet événement. Alors évidemment, je ne pourrais pas rendre justice dans le temps imparti à toutes ces recherches qui sont pour la plupart en cours, donc je vous invite à consulter les écrits quand ils ont été publiés. Donc le Centre national des arts plastiques, vous le savez, la plupart, je vois ce soir pas mal de membres du CNAP, c'est un établissement public du ministère de la Culture, qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la création contemporaine dans tous les domaines, non seulement les arts plastiques, mais également la photographie, les arts graphiques, le design, les nouveaux médias, j'en passe. Il dispose d'un budget assez conséquent, d'environ 1,5 million, qui est dédié à l'enrichissement du Fonds national d'art contemporain, qui est donc la collection de l'État gérée par le CNAP. Comme vous le savez peut-être, les acquisitions et les commandes s'organisent par le biais de commissions consultatives d'acquisition et de commandes, composées de 3 grands collèges, les arts plastiques, le design et arts décoratifs, et enfin, troisième grand collège, la photographie et les images. Donc la politique se tourne vers l'acquisition d'œuvres d'artistes émergents, tout en s'autorisant aussi d'acheter des œuvres qui pourraient compléter une collection déjà assez significative. Donc cette collection a pour vocation d'être diffusée, mais sa particularité, comme Aude nous l'a signalé à de nombreuses reprises, c'est que c'est une collection sans les murs, donc d'où cette action qui consiste à déposer un certain nombre d'œuvres dans d'autres institutions culturelles sur le territoire français comme à l'étranger. Évidemment, il y a également toute une série de conservateurs qui participent à la valorisation. Donc je vois ici Philippe notamment qui avait participé à ce DataSprint, Philippe Bettinelli, parmi d'autres. Donc le Media Lab, alors j'ai sorti une photo, Vincent, qui date d'un certain, déjà de quelques années, mais très rapidement, le Media Lab est un laboratoire qui a été créé en 2009 pour permettre aux chercheurs en sciences humaines et sociales de tirer profit des grandes masses d'informations numérisées dans les différents domaines de leur recherche. L'équipe est composée à la fois d'ingénieurs, développeurs informaticiens, de designers, évidemment de chercheurs, aussi de chefs de projet, de personnel plus administratif qui vont suivre ces projets, tout ceci constituant quand même une certaine originalité, on n'est pas les seuls, mais au sein du paysage universitaire français. Tout le monde étant considéré comme des publiants, c'est-à-dire chacun étant amené à publier sur différents aspects, ça peut être les méthodes numériques, comme sur une dimension particulière d'une recherche en économie, en histoire de l'art, pour mon cas par exemple. Donc très rapidement, le laboratoire est assez connu pour la mise à disposition de ces outils développés ou utilisés, comme on le mentionne dans cette capture d'écran, qui sont tous accessibles en open source notamment. Je passe vite, mais évidemment, nous produisons aussi de nombreuses publications comme celle-ci, Méthode digitale, approche quali-quanti des données numériques, qui permettent aussi d'avancer en parallèle des études portant sur des domaines bien définis, sur cette question des méthodes numériques qui sont loin d'aller de soi, et j'espère que cette intervention le montrera. Alors j'en arrive au DataSprint, et juste avant de vous le définir brièvement, effectivement, ce DataSprint s'inscrit aussi dans un paysage qui est un paysage d'événements. Alors j'ai volontairement sélectionné uniquement les événements qui étaient portés par le monde académique. Donc je ne parle pas de Muséomix qui existe depuis 2009, si je ne me trompe pas, 2011. Là, j'insiste sur les initiatives du monde académique. Donc là, avec par exemple Beautiful Data du Metalab,
de Harvard qui a travaillé justement quelques jours sur des données pour les mettre en forme. Plus récemment, on voit bien qu'il y a une accélération de ce type d'événement pluridisciplinaire avec ici ce qu'on appelle un hackathon. Alors je ne sais pas, vous me dites si vous maîtrisez mal ces termes, mais en général ici on sait assez ce que c'est. C'est la réunion sur une période relativement courte de compétences complémentaires qui vont travailler ensemble pour développer des projets dans un temps très limité. Donc ici avec Coding Dürer qui a été organisé récemment, là, les 13-17 mars 2017, et encore plus récemment, dans le domaine des écoles d'été ou Summer School, vous avez eu ce Digital Art History Summer School à Malaga, le 4 et 13 septembre 2017. Alors au sein de ces événements qui tous cherche à mettre en relation des compétences diverses pour traiter de données. Ici, j'ai spécifiquement ciblé donc, sur l'histoire de l'art. Le data sprint, comment pouvons-nous le définir ? Il articule, le data sprint, 3 domaines qui sont donc peu liés par les chercheurs en général. Les sciences humaines et sociales d'une part, la programmation informatique et le design. Cette méthodologie s'appuie elle est empruntée en fait au mode de développement du logiciel libre, et a été adapté aux contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les chercheurs qui souhaitent travailler à partir de données numériques. Plus précisément, un data sprint, c'est une séquence qui va mêler sur une courte durée, de 3 à 5 jours, la préparation des données, ensuite la production statistique descriptive, de statistiques descriptives et de visualisation. Enfin, mais tout ça, vous allez voir que ça se répond bien, l'analyse de ces visualisations en mesure d'apporter des informations nouvelles et des éléments à une recherche particulière. Ces visualisations permettent effectivement de relancer une seconde boucle d'exploration, la mise en forme des données permettant généralement aux chercheurs soit de confirmer des hypothèses, soit de repérer des anomalies qui vont parfois le réorienter même dans la définition même de l'objet de sa recherche. Donc ça peut paraître un peu flou, mais j'espère que ça va prendre un petit peu corps avec ce que je vais vous montrer. Donc là, je montre volontairement une petite vidéo que j'ai eu le temps de filmer à l'occasion du premier Data Sprint. Alors, entre nous, c'est vrai que ça n'a rien de très spectaculaire. Je pense que si je clique, ça lance la vidéo. Voilà. Donc là, vous avez une des 4 tables de travail qui montre effectivement là Gabriele qui était le designer attitré de la table, dirons-nous, avec Laurence Bertrand d'Orléac qui portait le sujet de l'art et la guerre, accompagné de Philippe Bettinelli, Xavier-Philippe Guillochon et Aude Baudet qui appartenait à une table derrière mais qui venait s'intéresser à ce que faisait la table d'à côté. C'est ça un data sprint quelque part. Là, on n'a pas malheureusement la phrase que dit l'ingénieur mais qui me dit Christophe, là, il y a un bug, c'est pas maintenant qu'il faut filmer. Mais en même temps, c'est ça aussi le data sprint, c'est ce genre de moment où parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en tout cas, on avance. Donc nous, ça s'est passé sur 3 journées, ce qui était relativement court pour un format de data sprint. On se rapprochait presque du format hackathon, qui est très court, où donc les 27 et 29 septembre, où on a invité un groupe mixte de 25 personnes sur 3 jours complets, avec bien sûr des responsables de la collection du CNAP, qu'on a rebaptisé pour l'occasion Data Expert, ou experts des données, experts scientifiques, et aussi des gens de Vidéomuséum qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet, en complément des designers, chercheurs et historiens de l'art, soit du Media Lab, soit mobilisés à l'extérieur du Media Lab. Alors, je commence par le travail préliminaire, parce qu'une des distinctions peut-être d'avec les hackathons, c'est justement, bon, en général l'inscription d'entrée de jeu dans le monde académique, même si maintenant il y a beaucoup de hackathons académiques, mais c'est le travail conséquent de préparation des données en amont afin d'optimiser le travail en commun. Alors, ce travail de préparation est effectué par les développeurs. Ça, c'est ce qui se passe d'une part, et d'autre part, il y a aussi un travail parallèle de préparation des thèmes, des pistes de recherche avec les chercheurs qui sont invités. Ça passe par une définition, enfin, on essaie de trouver un accord entre leurs intérêts de recherche et avec la base de données qui est interrogée, en veillant à ce que les données puissent, en tout cas, répondre en partie, couvrir le champ qui est travaillé.
Dans notre cas, pour vous dire comment ça s'est passé, donc très rapidement, l'équipe du CNAP et l'équipe de Vidéo Museum nous ont encouragés à consulter l'interface publique Navigart, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas ici, mais je pense que vous êtes nombreux à le connaître, présente en ligne la collection publique de la collection du CNAP. Ce qu'on a fait parallèlement, c'est que nous avons pris contact avec l'équipe du CNAP et plus précisément avec ceux qui étaient en charge de la gestion de la base de données pour vérifier à partir de captures d'écran de leur logiciel de gestion qui s'appelle GCOL2 la présence d'informations qui n'apparaîtraient pas dans l'interface publique pour des raisons diverses et variées. Alors là, pour vous citer un exemple, je crois que voilà, sur la capture d'écran, vous n'arrivez peut-être pas à lire, oui, je pense pas, donc je vais vous le dire. Par exemple, nous avons repéré cette catégorie transfert et attribution A, qui signale simplement le fait qu'une œuvre qui était anciennement la propriété, enfin en tout cas, qui appartenait et qui était gérée par le CNAP, a été attribuée, transférée à une autre institution culturelle, et c'est quand même 8500 œuvres à peu près. Celles-ci n'apparaissent pas évidemment dans l'interface publique de la collection, puisque maintenant ils apparaissent dans les collections des partenaires. Donc nous, en observant cela, on a pu demander à nos partenaires de réinjecter dans le périmètre de recherche ces informations-là. C'est juste pour vous citer un exemple. Mais c'était quand même 8500 œuvres, ça nous semblait conséquent. En parallèle, nous avons ensuite, alors ça c'est plutôt les développeurs, regardé les données qui figuraient dans l'API de Navigart 3, pour spécifier celles qui nous intéressaient en complément de celles déjà disponibles dans l'interface Navigart en ligne. Alors là, ça va devenir, c'est le passage un petit peu difficile, même pour moi. Nous avons ensuite téléchargé l'API de sorte à obtenir un immense fichier JSON, J-S-O-N. Et je vous le promets, c'est un peu la dernière slide très technique. Nous avons enfin réindexer ces informations dans une nouvelle base de données pour travailler en local. Alors pour ceux qui s'intéressent à la technique, c'est MongoDB qui a été utilisé ici. Pour le dire assez de manière un petit peu abrupte, il s'agit d'un reformatage des données. Hein. On réaplatit en ne conservant que les champs qui nous intéressent, mais toute la suite de champs. Et ça nous permet, si vous voulez, après, d'être très souple dans la production de fichiers CSV qui vont permettre aux chercheurs de s'intéresser à telle particularité, à croiser telle donnée. Je fais des choses de manière assez abstraite peut-être pour certains, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je continue, nous sommes toujours dans la préparation. On avait l'interface Navigart public. Expressément pour le data sprint, l'équipe de Vidéo Museum nous a partagé, alors c'est en privé, une interface Navigart 3 dédiée uniquement donc, aux participants, donc celle qui réintégrait les 8500 œuvres dont je vous ai parlé, et qui notamment aussi ajoutait des champs que l'on avait souhaité mobiliser à l'occasion. C'est important parce que ça va permettre plusieurs choses, à la fois juste en amont du data sprint et pendant le data sprint. Ça va permettre notamment à tous ceux qui, comme moi d'ailleurs, ne sont pas des codeurs, de consulter prioritairement la base de données pendant le data sprint plutôt que de taper sur l'épaule du chercheur, du développeur qui dispose des informations dans des bases de données qui sont parfois peu lisibles pour nous et l'embêter toutes les 5 minutes. Donc ça permet comme ça de redistribuer le travail à la fois en amont pour le chercheur qui doit affiner ses questions de recherche et pendant la recherche en tant que telle. Donc là, par exemple, les filtres qui avaient été rajoutés que vous ne trouverez pas dans l'interface publique, c'est notamment genre, donc il précise effectivement s'il s'agit d'un homme, d'une femme. On s'est rendu compte qu'il y avait 4 possibilités aussi. Il y a aussi le groupe ou non renseigné, la nationalité, le type de provenance, est-ce qu'il s'agit d'une galerie, d'un artiste ou autre, la provenance avec l'identité de cette provenance même, et on a ajouté le secteur donc, des transferts et des attributions. Donc nous sommes toujours dans la préparation. Avec l'équipe du CNAP, et notamment Aude ici présente, nous avons défini quand même des grands thèmes. Ce n'était pas vraiment des sujets de recherche, mais c'était pas des questions de recherche, mais des thématiques pour un peu lancer aussi un processus comme ça de feedback avec les chercheurs, historiens de l'art, sociologues de l'art qui s'intéressaient à la collection. Et donc,
Les 8 thèmes qui avaient été proposés, vous allez voir, ils n'ont pas tous été traités, ils pourraient encore l'être. Hein, donc c'est vraiment pour vous ouvrir la black box, la boîte noire. Donc il y avait modalité d'enrichissement de la collection, acquisition, commande, don, diffusion et typologie des œuvres, localisation des dépôts, des prêts, étude économique de l'évolution des masses budgétaires, les goûts de l'État, hein, au pluriel, pour se laisser des hypothèses ouvertes, acquisition et typologie des œuvres, corrélation entre les acquisitions de l'État et les jalons de l'histoire de l'art, les femmes artistes et les artistes étrangers. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne un peu déjà des idées de pistes qui peuvent déjà être traitées pour d'autres collections. Ce n'est pas propre à la collection du CNAP. Les thématiques retenues. Alors ça c'est un moment important, je me suis rendu compte qu'il me manquait peut-être une slide, je vais la rajouter oralement. Qu'est-ce qui se passe la première matinée? Donc tout ce beau monde se rassemble, pas du tout habitué à travailler en général ensemble, sauf pour les développeurs et designers du Media Lab je pense, et on va présenter une nouvelle fois la base Navigart, les données disponibles, et les chercheurs qui portent une question de recherche vont l'exposer à la communauté, qui vont ensemble confirmer, enfin en tout cas s'accorder sur vraiment la piste à travailler. Donc il y a des choses qui avaient été énoncées au préalable, qui ont été poursuivies, d'autres qui ont été vraiment, qui ont émergé à l'occasion. Et voici les 4 thématiques qui ont été retenues. Donc la collection comme lieu d'impulsion des œuvres, les choses et les mots, je vais plus détailler dans un instant, l'art et la guerre, et enfin l'esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud dans la collection. Donc je vais passer malheureusement trop vite sur chacune de ces expériences, mais je vais m'efforcer d'être le plus près de la réalité possible. Donc la première et la seconde étude ont vraiment permis de cartographier, hein, au sens propre comme au figuré, la collection. Donc le premier groupe était composé des personnes suivantes, donc Aude qui est ici présent, Aude Baudet, Robin de Moura, Fanny Drujon, Stéphanie Fargé, également membre du CNAP, et Vincent Lépinet qui est ici présent. Il s'est donné comme objectif de caractériser des trajectoires typiques des œuvres en fonction de leurs caractéristiques. Alors peut-être que ça va vous... Le slide suivant va vous parler plus. Il s'agissait de réfléchir à ce que serait l'empreinte géographique de ces œuvres par leur déplacement, leur mobilisation, et donc la circulation éventuelle des œuvres de la collection à travers les 3 types de mouvements sur lesquels on a pu travailler, qui étaient les dépôts. Donc les dépôts, c'est des prêts de long terme, hein, d'œuvres de la collection, les expositions temporaires, donc ça vous savez ce que c'est, hein, c'est généralement court, sur 2, 3, 4 mois maximum, et les transferts et attribution à une autre institution. Donc là vous avez par exemple un exemple d'exploration cartographique qui a pu être effectué, proposé par Robin, qui utilise notamment CartoDB. Donc vous pouvez observer les différentes stations ou localisations des œuvres de la collection qui ont fait l'objet soit d'une exposition temporaire, soit d'une mise en dépôt. Donc d'abord à l'échelle de la France comme derrière moi, puis à l'échelle du monde, afin de pouvoir en analyser la répartition. Là simplement, bon, il faut savoir qu'au total on a eu 1124 villes de traitées pour à peu près 68 000 stations, ce qui est quand même énorme. Et vous pouvez voir par exemple qu'à l'occasion de cette représentation qui est davantage européenne ici, on a en tout cas, pour ce qui concerne la France, une répartition assez égale sur tout le territoire. Et si l'on se tourne vers la représentation à l'échelle du monde, vous allez voir effectivement que l'Europe fait de manière assez attendue l'objet d'une attention particulière dans ce contexte-là, mais qu'également on peut remarquer des zones géographiques comme je pense au Japon ou l'Australie, qu'on n'aurait pas forcément imaginé, enfin, sauf peut-être ceux qui travaillent sur ces collections. Mais voilà déjà un premier rapport qui peut être cartographique. Sachant que ce groupe a affiné après le travail en essayant de discriminer d'une part des dépôts qu'on a qualifiés de culturels, c'est-à-dire qui concernent des lieux d'exposition ouverts au public, de dépôts non culturels, puisqu'on s'est vite rendu compte que, effectivement, parmi les lieux
les stations étudiées, il pouvait y avoir des ambassades. Hein. Donc je ne me suis pas permis de mettre l'image avec Brigitte Macron qui se rendait très récemment au CNAP pour... mais voilà, un dépôt non culturel, c'est par exemple l'Élysée, ce qui peut être présenté au sein de l'Élysée. Donc les dépôts culturels, c'est les musées, les FRAC, les centres d'art. Les dépôts non culturels sont les administrations, comme les ambassades. Et vous pouvez voir effectivement d'ailleurs une tendance, en tout cas sur les années récentes, quand même de monstration de la collection accrue. Une autre manière de faire, toujours sur le même corpus d'œuvres et au sein du même groupe, a été de discriminer les œuvres exposées en France des œuvres exposées à l'étranger, avec, comme vous pouvez le voir, deux pics autour de 1995 et de 2004, qui correspondent effectivement à une augmentation, en tout cas numérique, excusez-moi, des œuvres présentées à ces moments-là. Alors, comme à chaque fois, il faut toujours prendre beaucoup de précautions dans l'analyse de ces données-là. C'est pour ça que les experts en données, comme on les appelle, qu'ils soient conservateurs, en tout cas ceux qui sont responsables de la collection nous sont utiles, puisqu'ils nous permettent de pondérer des jugements qui sinon pourraient être ah ben là vous avez présenté, on peut se rendre compte par exemple qu'il peut y avoir beaucoup d'expositions de design à telle année qui va faire l'objet de la présentation de beaucoup de petits objets. Donc ça peut être une des raisons de ce pic-là, donc ça reste à explorer, à analyser plus en détail. Ce groupe a produit ce type de visualisation. Alors pour ceux qui s'intéressent aux outils utilisés, on utilise RAW, R-A-W, qui a été d'ailleurs réalisé par nos camarades de Density Design et de Calibro, qu'on a eu la chance d'avoir dans le data sprint de la semaine dernière, parce qu'on a fait un second data sprint, mais je ne pourrais pas en parler, ce n'est pas l'objet, sur les données du Centre Pompidou, enfin du Musée national d'art moderne. Donc là, il s'agissait à travers cette visualisation d'observer justement la trajectoire des œuvres sur la période 1980-2010. Donc il ne s'agit pas de représenter le temps chronologique, hein, vous n'avez pas comme ça un espacement de 10 ans entre chacune des barres verticales que vous voyez, mais c'est le nombre d'événements. Donc là, vous pouvez voir par exemple que parmi les œuvres acquises, il y a un certain nombre qui ont été exposées. Parmi celles qui ont été exposées, un certain nombre, un sous-nombre, vont être exposées une seconde fois, et ainsi de suite. Donc ça permet déjà de se faire une petite idée des différentes mobilisations des œuvres à travers cette distinction entre exposition, dépôt et transfert. Donc là, c'était une vue un peu générale sur ces 3 décennies, sachant que ce groupe a affiné sur des tranches plus courtes. Ici, c'est 50-70, et ça permet d'observer des tendances lourdes. Donc là, par exemple, on est entre 50 et 70. Comme vous pouvez le voir, les dépôts étaient à cette époque-là extrêmement présents. Alors que si l'on avance sur la décennie suivante, enfin la double décennie, 1980-2000, on peut déjà voir les expositions être plus importantes. Ce que l'on observe avec plus d'insistance, je pense, ici, dans cette décennie qui est... Enfin, c'est pas décennie, 2000-2016. Donc, globalement, vous voyez que plus on se rapproche de l'époque contemporaine, plus les œuvres de la collection font l'objet d'expositions et de multiples expositions, alors que les dépôts prennent moins d'importance. À ce bémol près qu'effectivement, ça a été dit au moment de l'étude de ces graphes, que avant les années 80, les expositions n'ont pas systématiquement été renseignées, donc il ne faut pas non plus faire... Voilà, il faut avancer prudemment sur l'interprétation quant aux expositions sur la période avant les années 80. En tout cas, sur les dépôts, on peut voir quand même cette espèce d'amenuisement des dépôts, du nombre de dépôts par rapport au nombre d'expositions. Ça, on peut le soutenir. Enfin, j'ai rajouté cette diapositive pour montrer comment, encore une fois, on peut reconfigurer ce jeu de données de sorte à voir par domaine, donc comme la photographie, objet design, dessin, la distribution en différentes séquences. Alors le A, c'est acquisition. Alors pour lire ce graphe, il faut se dire que voilà, vous avez les œuvres qui ont uniquement fait l'objet d'une acquisition. AE, c'est les œuvres qui ont fait l'objet d'une acquisition et d'une exposition. AD, c'est acquisition, dépôt. Ça permet de commencer à observer, par exemple, bon, si je lis ce graphe, en photographie, vous pourrez observer que la moitié, ça se divise en 2 blocs. Hein, la moitié voilà, est acquise et pas montrée, alors que la deuxième est acquise et exposée. Donc ça donne un peu une idée de la mise en exposition par domaine
catégorie artistique. Le second groupe auquel j'appartenais, c'était avec Sophie Kras, avec Juliette Paulet, qui travaille au CNAP, avec Davy Brand, qui était designer comme Agatha Brilli, enfin designer-développeur pour Davy, et Emmanuel Monotte, qui nous avait rejoint, alors que qu'on a finalement intégré de force presque dans notre groupe. Non, mais ça donne un peu un exemple. On pensait vraiment qu'on ne savait pas trop encore comment les gens allaient se positionner. Et finalement, ils sont redistribués dans chacun des groupes et parfois ils sont vraiment restés les 5 jours. Enfin, le but, c'est quand même que les gens restent ensemble sur 5 jours. Hein. C'est pas de trop s'éclipser parce que sinon ça ne marche pas. Donc le second groupe s'est attelé à sonder les catégories descriptives de la collection des œuvres, de la collection, excusez-moi, comme les noms de domaines et dénominations. Donc ça, c'est la terminologie qui est employée. Les domaines étant ces 25 grandes catégories, peinture, sculpture, et dénominations étant des sous-catégories qui se rapportent au domaine. Donc ça, d'une part, ces catégories-là, confrontées à un champ qui s'appelle MST et qui correspond à matériaux support technique. Donc là, c'est la description matérielle très fine par rapport à une catégorisation plus abstraite. C'est ça qui nous a intéressé de travailler. Donc là, je vous montre juste une image qui reprend les trois grandes sections qui sont celles du CNAP, que vous connaissez maintenant, art plastique, art décoratif, photographie. Ça vous permet déjà de voir une première distribution. Donc à gauche, les grands secteurs, à droite, les 25 domaines. Et très vite, on a voulu obtenir une représentation dans le temps de la proportion des œuvres rattachées à un domaine pour observer effectivement les évolutions possibles. Donc je vous montre, alors là c'est avec un autre logiciel, je ne sais pas si les couleurs passent bien, mais bon, je vais vous détailler ça. C'est grâce à la plateforme Cortex conçue par notre nouveau collègue Jean-Philippe Cointet, qui a rejoint le Media Lab et qui était présent lors du Data Sprint, que nous avons pu observer cela notamment. Donc là, vous avez simplement donc une ligne de temps qui représente la multitude de domaines, avec, juste pour vous faire un gros plan, à gauche, alors c'est peinture, désolé c'est un peu plus flou pour vous, et à droite c'est sculpture. Donc là on est de 1790 à peu près jusqu'à 2016, qui était le curseur temporel où on s'arrêtait. Je pense que juste à vous laisser observer ces graphes-là, vous pouvez voir effectivement qu'il y a comme une diminution du nombre d'œuvres catégorisées comme peinture et sculpture assez manifeste. Donc 3 mouvements sont assez lisibles à travers ces graphes, quand on a le nez dedans évidemment. C'est l'omniprésence de la sculpture et de la peinture et la prédominance de ces domaines au sein de la collection, avant d'observer une chute entre 57 et 66, sachant que ces domaines restent quand même les plus majoritairement représentés au sein de la collection sur toute sa durée. À côté de ça, une relative stagnation des dessins et des estampes, et enfin l'envol de domaines comme la photographie, ou celle qui est intitulée œuvre en 3D, ou même publication, qui correspond aussi à la création de secteurs de collection à la date de cet envol qui commence vers les années 80. On va voir ça. Alors, j'avance un peu comme ça. Donc là, par exemple, je vous montre un détail de la période contemporaine qui nous a intéressés dans ce groupe-là. Donc là, on est entre 1945 et 2016, et vous pouvez voir effectivement cette diminution des catégories peinture et sculpture pour voir les autres catégories et une diversification, en tout cas, se manifester. Avec ici, juste pour vous rendre la chose peut-être encore plus lisible, j'espère, on a sélectionné uniquement d'un côté les œuvres tridimensionnelles. Donc c'est pour ça qu'on a pris sculpture comme objet design et œuvre en 3 dimensions. Et on voit bien qu'effectivement, autour de 81, qui est quand même un seuil assez important, la montée en puissance des catégories objet design et œuvres en 3 dimensions, comme pour la peinture, si là on s'intéresse aux œuvres en 2 dimensions. Donc là, on a simplement mis ensemble peinture, dessin, estampes, photographie dans la collection, sur la même période, 1945 à 2016, et bien comme une espèce de passage de relais, en tout cas entre la photographie et la peinture, qui ne disparaît pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas qui cède le pas en termes numériques, encore une fois, sur la photographie. Alors, cette étude qui portait spécifiquement sur la collection du CNAP nous a
invité à réfléchir, mais ça on le développera ultérieurement, à une comparaison avec d'autres collections, comme celle du MoMA. Donc là je vous montre simplement la page de GitHub, là où on peut trouver effectivement les informations relatives à cette collection, à la fois donc, les acquisitions et d'autres informations sur les expositions. Donc, toujours dans cette première grosse partie de ce groupe-là, on s'est intéressé après les domaines aux dénominations, donc ces sous-branches, si vous voulez, des domaines. Comme vous pouvez le voir, quand on extrait de la base de données les 25 domaines et toute cette constellation de dénominations, voilà ce qu'on obtient. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Encore une fois, excusez-moi de la petitesse des images, j'ai fait un zoom exprès. Je ne sais pas si vous verrez mieux, un petit peu peut-être. Donc là, vous pouvez voir effectivement, par exemple, qu'à côté de domaines comme la peinture, qui se résume à la peinture, il n'y a pas vraiment très peu d'autres dénominations associées à ce domaine, vous avez en revanche pour objet et design une pléthore de dénominations qui viennent s'agglomérer autour de ce domaine, ou œuvre en 3 dimensions. Donc nous nous sommes aperçus que l'intitulé de certaines dénominations apparaissait que l'appellation de certains domaines apparaissait aussi comme dénomination, ce qui nous a semblé manifester justement une espèce de... C'est pas une hésitation, mais en tout cas quelque chose d'intéressant à sonder. Pourquoi on a œuvre en 3 dimensions / œuvre en 3 dimensions? Ça doit signaler des œuvres qui doivent être difficiles peut-être à caractériser tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc on s'est porté, notre attention s'est portée dans ce groupe-là sur trois groupes: objet design, le domaine objet design et donc la dénomination objet design, œuvre en 3 dimensions et enfin nouveaux médias. Donc on a exploré de différentes manières et utilisé différents types de représentations graphiques pour, comme ici, voir les dénominations associées au domaine objet design, qui est de loin le domaine le plus riche en dénominations. Donc là, cette visualisation vous fait prendre conscience que, effectivement, vase, coupe, médaille, chaise, fauteuil sont les dénominations qu'on va retrouver le plus sous ce domaine. Et pour le domaine œuvre en 3 dimensions, vous pouvez voir qu'effectivement, on retrouve cette dénomination œuvre en 3 dimensions qui est assez étonnante, en même temps qu'un certain nombre d'installations, de termes qui vont définir différents types d'installations, comme installation vidéo, installation avec de la lumière. Donc ça permet d'engager quand même une réflexion, en retour une réflexion sur le thésaurus, qui est toujours quelque chose à faire, qui est toujours quelque chose à produire. Et d'ailleurs, il y a des pistes qui s'annoncent de ce côté-là de travail entre le Media Lab et le CNAP. Enfin, un autre type de visualisation ici nous donne à voir le domaine toujours œuvre en 3 dimensions et les dénominations qui l'accompagnent. Donc là, on rebascule sur une visualisation qui est une ligne de temps, une timeline. Donc on réutilise les mêmes informations, hein. Et ça permet de rendre compte ici d'intensité d'usage de cette terminologie à travers le temps, sur la période délimitée comme relevant du contemporain, toujours des années 60 à 2015 ici. Donc vous pouvez voir qu'on glisse quand même de la description objective au vocabulaire critique, avec parfois ses modes et ses mouvements. Notez par exemple la brève fortune critique, la brève fortune du terme interactif sur 2003-2010, qui semble correspondre effectivement à ce moment-là à l'entrée de pièces relevant de cette pratique au milieu des années 90. Je vais avancer un peu plus vite. La troisième grand domaine était nouveaux médias. Donc vous voyez ici les dénominations associées aux nouveaux médias, avec sans surprise quand même l'apparition du mot vidéo à partir de 1985, et aussi nouveaux médias interactifs qui semblent correspondre à une période qui est celle aussi de l'expansion et de l'apparition de cette terminologie. Donc, on était là sur les domaines et les dénominations. Nous avons voulu sonder, encore une fois à titre exploratoire, les nouveaux matériaux,
on s'est intéressé à cette dynamique des nouveaux matériaux. Et donc, dans un second temps, en investissant ce domaine des matériaux, nous avons poursuivi l'objectif de saisir leur évolution dans la collection depuis 1945. Donc là, voici une première carte de l'ensemble des matériaux présents dans les œuvres de la collection du CNAP sur la totalité de la période d'acquisition. Donc autant dire que la lisibilité est très difficile, même si encore une fois je fais un zoom. Donc là, et il faut aussi que vous ayez conscience que dans la base de données, ces informations apparaissent donc dans ce champ MST, matériaux support techniques, qui est un champ libre, donc que ceux qui sont en charge de renseigner peuvent remplir de la manière qu'ils souhaitent. Donc on avait plus de 24 000 libellés différents. Simplement, parmi ces 24 000 libellés différents, on s'est rendu compte que 137 libellés, par exemple huile sur toile évidemment, avaient plus de 50 occurrences. Donc ce qui a été fait par mes collègues à cette occasion, c'était un travail de regroupement. Il a fallu tenter d'organiser dans les délais qui étaient ceux de l'atelier, on aurait pu affiner ça, on peut encore l'affiner, ces données qui étaient d'une grande hétérogénéité. Donc on a constitué 25 catégories cohérentes qui couvraient la majorité, mais pas la totalité, des œuvres recensées de la base de données, comme vous pouvez le voir ici, en rassemblant des mots par évidence assez proches. Cela nous a permis d'observer sur l'évolution des médiums dans la base de données de la collection, avec ici on retombe sur une ligne de temps qui vous donne à voir effectivement une visualisation chronologique, avec l'apparition du médium photographique par exemple, comme vous pouvez le voir, l'intensité, c'est la deuxième ligne, vous pouvez bien le lire je pense. L'importance croissante de la céramique, du textile et du verre à partir des années 80, ce qui peut correspondre à l'ouverture du secteur de collection des arts décoratifs. L'apparition des œuvres sonores et électriques dans les années 80, ou du plastique, qui est déjà présent dans les années 60, mais qui apparaît avec plus forte intensité dans les années 90, peut-être aussi en raison de l'accroissement des achats de pièces de design industriel. Donc voilà, on peut faire comme ça, à partir de cette représentation linéaire chronologique des hypothèses. Enfin, nous nous sommes intéressés à quelques mots-clés qui nous étaient aussi apparus comme une autre méthode pour expérimenter, explorer le lexique utilisé pour décrire la collection. Donc on a choisi des termes qui étaient peu présents numériquement, mais qui nous semblaient assez fondamentaux au regard de l'histoire de l'art. Donc par exemple mixte, installation, photocopie. Donc là on ne sera pas surpris, certains d'entre vous, de voir effectivement une intensité plus importante pour la photocopie autour de 70, par exemple. Alors une réserve, parce qu'on est là encore une fois pour préciser toute la méthodologie. Cette observation, en fait, le fait qu'un terme soit moins employé ou rencontre un peu, cela ne veut pas dire que ce n'est pas forcément synonyme d'une baisse des acquisitions dans ce champ. Ça peut simplement dire nous informer de la manière de décrire les pièces, d'une évolution de cette manière-là. Donc il ne faut pas non plus forcément trop déduire des graphiques, des choses. Il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives et préciser les éventuels biais qui vont conduire à des interprétations non pertinentes. Je vais passer sur celle-là, désolé. Je vais avancer sur l'autre groupe, donc le troisième que j'aborde ici, qui traitait de l'art et de la guerre, et qui était porté par Laurence Bertrand d'Orléac, accompagné de Charlotte Guichard, de Philippe Bettinelli, de Benjamin Hoc-Tabanou pour le développement informatique, de Gabriele pour le design, et de Xavier Philippe Guillochon. Donc là, ce groupe s'est intéressé particulièrement à l'impact des principales guerres sur la politique d'acquisition des œuvres d'artistes par l'État. Donc essentiellement les deux conflits mondiaux, puisque la guerre de 1870 était à la fois trop courte, si je me rappelle bien, et en plus correspondait aussi à un moment où les informations pouvaient manquer davantage. Donc, excusez-moi, 4 approches ont été retenues, une première quantitative, une autre thématique, une troisième visuelle, et enfin une autre par nationalité, que je vais vous présenter brièvement. Donc,
méthodologiquement parlant, le groupe a dû, et ça c'était très important pour tout le reste de l'atelier en fait, a dû dans un premier temps nettoyer les données pour l'ensemble de la base, puisque en fait, je ne sais pas si vous avez vu dans les slides de Navigart, mais au départ l'ensemble comportait 96 000 œuvres. Enfin, c'est comme ça qu'on l'analysait, en fait 96 000 pièces. Mais très vite on s'est rendu compte que certaines pièces participaient à un ensemble, sachant qu'elles étaient considérées comme autant de pièces. Donc il y a eu un travail de rassemblement donc, des pièces d'un ensemble en une seule unité qui nous a fait rabaisser le chiffre de 96 000 à 72 000. Donc ce travail qui a été effectué a servi à tous les autres groupes qui étaient partis parfois dans des interprétations erronées, puisqu'on était sur une base de 96 000 qui ne correspondait pas à autant d'œuvres, si vous voulez, intégrant la collection. Donc ce groupe a commencé par mesurer l'évolution du nombre d'acquisitions d'items ou de pièces par année dans la collection du FNAC, donc, comme ici. Alors, vous allez voir des choses qui vont être un peu plus parlantes. Donc là, ce sont les nombres d'acquisitions, et le graphe suivant, ce sont le nombre d'artistes par année d'acquisition. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose, hein, parce qu'effectivement, un artiste peut faire l'objet de beaucoup d'acquisitions auprès de lui, alors que dès lors qu'on réfléchit par artiste, ça va changer effectivement la perspective. Je vous montre quelque chose qui va peut-être être plus parlant. Donc c'est extrait du petit site, là, ce groupe-là a fait un petit site, il est pour l'instant privé, mais pour rendre compte au moment de la restitution finale de leurs résultats. Donc imaginez que là c'est une petite visualisation qui est interactive. Là vous avez donc l'évolution du nombre d'acquisitions d'items par année dans la collection du FNAC, de 1820 à 2016, tout mode d'acquisition confondu. Donc, en observant ce graphe, il n'a pas semblé à ce groupe qu'il y ait eu d'impact majeur des guerres sur les acquisitions et les commandes, mais quand même, quelques remarques se sont imposées. Pas d'incidence claire sur la guerre de 14-18, tout en mentionnant quand même, merci Xavier Philippe, que les cahiers d'achat ont été fermés pendant plusieurs mois après la déclaration de la guerre. Donc, encore une fois, prenant en considération certaines réserves, avant d'aller trop loin dans l'analyse. On observe un pic avant la Seconde Guerre mondiale qui correspond, à votre avis, alors ceux qui ont participé n'ont pas le droit de répondre, l'exposition universelle de 1937, qui a fait l'objet notamment de beaucoup de commandes. Mais malgré tout, effectivement, on observe, troisième chose, une chute assez claire des acquisitions après 1939, quoique pas exceptionnelle, hein, si on la compare à d'autres périodes. Et une remontée importante en 1946, avant une rechute relative. Si maintenant on s'intéresse, en cliquant sur, vous voyez le deuxième onglet qui est les commandes, vous voyez, alors je passe de l'un à l'autre. Ça c'est avec tous les ensembles, là je passe aux commandes. Des commandes publiques, qui sont une des modalités d'acquisition avec les achats, commandes et dons et donations et autres. Des choses intéressantes apparaissent. Bon, la courbe est largement accidentée, ce qui n'aide pas forcément à sa lisibilité première, mais quand même, toutefois, on peut noter une forte chute des commandes pendant la Première Guerre mondiale, mais au contraire, une forte politique de commandes sous Vichy, qui va s'accompagner comme un effet collatéral d'une vertigineuse chute des acquisitions. Si je reviens au premier graphe, vous voyez, alors que les acquisitions baissent, les commandes augmentent sur la même période, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc on remarque quand même là une action de l'État qui reste à analyser plus en détail, une contradiction qui reste à explorer. Ça, c'était pour l'approche quantitative. Ce qui est intéressant, c'est de multiplier effectivement les approches. Donc, dans un second temps, le groupe s'est intéressé à l'approche thématique, à repérer les occurrences les plus fréquentes dans le champ titre, hein, en filtrant par les deux dates de guerre. Donc, en cherchant dans Navigart, on ne pouvait pas aboutir à des conclusions très pertinentes. En revanche, en extrayant donc, les nuages de mots associés au titre des œuvres produites pendant les deux conflits mondiaux, 14-18, 39-45, alors là, voilà, vous pouvez, je vous laisse regarder, c'est toujours bien. Parce que...
Déjà, on peut observer la permanence des principaux genres. Hein. On peut être étonné au départ qu'il n'y ait pas plus d'impact que cela sur les intitulés, puisqu'on voit effectivement les natures mortes, paysages, portraits, femmes. Mais en y regardant d'un peu plus près, on observe une modification très sensible du vocabulaire des titres entre 14 et 18 par rapport à 39-45. Hein, où vous observerez davantage général, bataille, ruine, soldat. Donc une incidence qui se retrouve, enfin en tout cas, la présence d'une terminologie associée à la guerre est plus observable pour le premier conflit comparé au second. De la même manière, ce groupe a mené une recherche par mots-clés dans le champ-titre autour du champ lexical de la guerre. Donc là, vous avez simplement le mot guerre. Donc cela confirme d'ailleurs, en tout cas, l'apparition davantage de ce terme ici pour le premier conflit comparé au second qui ne laisse pas, qui semble moins recourir à cette terminologie-là. Troisième axe de travail, l'approche visuelle. Donc ça, c'était en raison de la présence dans ce groupe de Gabriele, qui travaille au sein d'une thèse sur notamment l'analyse des images. Donc il a mis au service de ce groupe ses compétences. Et donc il a proposé, je pense en accord, je n'étais pas dans ce groupe, mais je pense d'aborder cette question de la mesure de la luminosité et de la saturation des images, sachant qu'on pouvait se baser sur un corpus de 11 000 et quelques images de la catégorie peinture. La culture a été écartée à cause du fond noir, et voilà, par exemple. Donc là, vous avez notamment le set d'images correspondant aux guerres. Bon, ils ont quand même essayé, hein, 1870-71, 14-18 et 39-45. Mais j'avance un petit peu pour vous montrer effectivement un premier travail qui a été réalisé sur la luminosité des images à travers le temps. Donc sur la période 1800-2016, avec ces deux grandes bandes grises qui correspondent aux deux conflits mondiaux, qui permettent justement d'attirer l'attention du chercheur sur cette période-là. Donc cette première mosaïque repose sur l'analyse d'images et propose un gradient du plus lumineux au plus sombre par année entre 1800 et 2016. La seconde mosaïque que je vais vous présenter après le détail suivant, portera sur le chromatisme. Donc, comme le notait, je pense que c'était peut-être Philippe dans le compte-rendu, hein, là je te cite, hein, tu disais que cette méthodologie était, semble-t-il, très prometteuse, tout en appelant quelques réserves, puisqu'il manque, premièrement, il manque de nombreuses photos pour l'ensemble de la période. Toutes les œuvres ne font pas l'objet, on n'a pas une illustration pour chacune des œuvres, et par ailleurs, présence de nombreuses images en noir et blanc. Donc ça encore, ça fait partie des éventuels biais qu'il faut prendre en considération avant d'avancer trop loin. Mais c'est prometteur, ça demande à être exploré, et ça peut permettre aussi voilà, d'aller plus loin dans cette direction-là. Donc là, je montre un détail simplement qui... si on zoome dans l'image, juste pour vous montrer que sur ce fichier, on peut vraiment aller très loin et aller observer les œuvres au plus près. Et moi, je me rappelle, pour avoir suivi de loin ce groupe, très loin, on les voyait le nez dans l'écran pour effectivement aller jusqu'aux œuvres qui composaient ces sous-groupes. Bon, ça n'a pas donné lieu à de conclusions conséquentes. Donc ça, encore une fois, c'est un type d'exploration qu'on s'autorise et qui peut très bien donner quelque chose de concluant pour le groupe, comme il peut être abandonné parce qu'il considère, soit en raison de biais, soit en fonction de ce que ça retourne en termes visuels, ça lui retourne, ça ne présente pas beaucoup de choses. La seule chose qu'on peut observer, comme ils le disent, c'est qu'effectivement, on voit une diversité après les années 50 qui correspondent à cet éparpillement, en tout cas cet élargissement du spectre de la création contemporaine. La seconde mosaïque a porté sur le chromatisme, donc c'est celle-là. C'est moi. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc c'est celle-là qui porte sur le chromatisme. Et la question qui a été posée comme ça par le groupe, c'était, en gros, est-ce qu'il y a un assombrissement pendant les périodes de guerre, hein, je ne sais pas, penser à Picasso par exemple. Les toiles de Picasso sont connues pour connaître quand même des tonalités parfois qui virent au brun, au noir, si vous allez au musée Picasso sur cette période-là. Donc est-ce qu'il y a des exceptions notables, très colorées? En fait, il reste très difficile de tirer des tendances lourdes sur ces périodes basées sur ce principe de mosaïque chromatique.
En revanche, le quatrième axe, l'approche par nationalité, a été plus productif en termes de connaissances peut-être, puisque là, ce que je vous montre, c'est une courbe des acquisitions par nationalité, hein, qui a été lissée. Donc, ce groupe a préféré compter le nombre d'artistes par année plutôt que le nombre d'œuvres, afin d'obtenir des résultats plus significatifs. Autrement dit, hein, plutôt que de compter le nombre d'œuvres, on compte le nombre d'artistes par année pour justement être plus près de l'évolution des nationalités dans le temps. Donc une conclusion s'impose de fait, c'est quand même les artistes français, la présence des artistes français est manifeste tout au long de la période d'acquisition de l'État. Mais si vous observez bien, vous pouvez voir effectivement que par exemple sur la période de la Seconde Guerre mondiale, on a une augmentation de la présence d'artistes français dans la collection, ce qui peut correspondre effectivement à la période que l'on a détaillée tout à l'heure. Donc, le cas particulier qui a intéressé ce groupe, c'était la présence des artistes de nationalité allemande au sein de ce corpus. Donc là, il faut vous baser sur les 3 premières lettres A, 2 L, c'est allemand. Donc vous pouvez voir effectivement que au milieu du 19e siècle, les Allemands étaient très présents, bien présents. Ce n'étaient pas les plus présents, mais bien présents. Et qu'au fur et à mesure, effectivement, que les guerres, les 70, les conflits, essentiellement avec l'Allemagne se multipliant, ils vont quasiment disparaître avant de réapparaître dans une période plus contemporaine. C'est un exemple parmi d'autres. Alors là, le groupe a décidé de colorer dans un second temps ce visuel pour mettre en jaune les pays qui étaient, disons, limitrophes de la France. Donc vous pouvez voir simplement en portant votre attention sur la couleur jaune, et bien effectivement la présence, regardez, sur la décennie 1850, la présence d'artistes provenant de ces pays entourant la France. En vert, plutôt les pays scandinaves, slaves, enfin l'Est, dirons-nous, l'Est et le Nord. Et en rouge, par exemple, les États-Unis. AME, c'est pour Amérique, enfin les Américains. Donc ça permet effectivement, en fait, ce qui était intéressant dans ce groupe-là, c'est que c'est à l'occasion de cette recherche sur la possible impact de la guerre sur les acquisitions qu'ils se sont tournés, alors à la fin, ils n'ont pas eu le temps de la traiter in extenso, sur cette thématique de la mondialisation de la collection, avec des observations qui sont du coup hors focus de cette thématique l'art et la guerre, enfin presque, en partie, pour observer par exemple, eh bien, effectivement déjà une internationalisation qui va arriver assez tôt en fait, parce que vous voyez par exemple, c'est pour la Turquie, donc c'est le monde ottoman, donc l'acquisition de pièces en provenance du Moyen-Orient, qui peut s'expliquer par le fait que les artistes qui vont créer la modernité arabe viennent se former à Paris. On voit effectivement la forte présence russe dans les années 20-40, mais aussi l'apparition du Japon et de la Chine dans les années 20-30, avec la première œuvre qui est achetée en 1931 pour la Chine, si je ne me trompe pas. Donc la présence des artistes américains, dont les acquisitions ne vont cesser d'augmenter à partir des années 60, que l'on sait correspondre au début justement de la prédominance américaine, avec Rauschenberg qui remporte la Biennale de Venise en 64, pour rappel. Mais aussi... 5 minutes. Ouais, 5 minutes, c'est déjà 1 heure, pardon. J'ai commencé à 10. Oui. Bon, ok, 10 minutes, mais j'ai fini. Bon, je vais avancer sur le dernier groupe, ça tombe bien. De l'esthétique relationnelle. Donc le dernier groupe a porté ses recherches sur vous savez, c'est pas un mouvement, c'est une esthétique qui a été définie par Nicolas Bourriaud dans le livre éponyme, Esthétique relationnelle, et qui vient qualifier une pratique d'artistes dont vous connaissez certains comme Pareno, Pierre Huy, qui sont désormais très connus, Rirketi-Revanedja, et j'en passe. Je vais très vite. Donc eux, la problématique était complètement différente, c'était la suivante. C'était comment mesurer l'impact, non pas de la guerre, mais d'une théorie prescriptive. Par théorie prescriptive, c'est la théorie d'un
critique d'art, qui est quand même assez connue. À l'étranger, c'est quand même une esthétique qui est reconnue à l'étranger, en tout cas dans le champ théorique, critiquée aussi évidemment. Donc l'impact d'une théorie prescriptive sur une collection publique. Donc le groupe a porté son choix sur la période de 85-2001 qui correspondait au corpus de textes, si je ne me trompe pas, rassemblé par Nicolas Bourriaud dans son ouvrage. Ce projet s'inscrit dans un programme de recherche de 2 ans financé par la MSHB, qui est la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, qui consiste à étudier l'activité de la critique d'art. M'a demandé de préciser Nicolas Telly qui portait cette recherche. Les données exploitables étaient évidemment la base de données de la collection, 56 noms d'artistes cités dans l'esthétique relationnelle, des textes. Et après consultation de la base de données, donc là vous avez la fameuse base Navigart, le groupe a pu observer que certains artistes étaient très suivis par le CNAP, comme Pierre Joseph, que des artistes dits emblématiques comme Pierre Huyghe ou Pareno sont bien présents, et que sur les 56 artistes cités dans l'ouvrage de Bourriaud, 37 étaient présents dans la base. Donc déjà, c'est une première information. Et que cela correspondait à 226 pièces. Mais avec le problème des ensembles que je vous ai cités, ces 226 pièces ont été réduites à 147 pièces. Et dans un second temps également, ils ont réincorporé dans ce corpus des collaborations. Donc au final, on a 37 artistes plus 11 collaborateurs, ce qui nous fait 48 artistes pour 158 œuvres. Donc les questions qui se sont posées, c'était au-delà de l'impact de cette théorie prescriptive, c'était quand se manifeste l'intérêt du CNAP pour une œuvre ou pour un artiste, et quelle est la vie d'une œuvre une fois acquise. Donc, plusieurs visualisations ont été proposées par différents chercheurs. Ici, Jean-Philippe Cointet qui a interrogé le corpus pour observer les collaborations. Donc, des collaborations sur l'ensemble de la collection, avec ce détail qui correspond au groupe, avec des guillemets, au groupe d'individus rassemblés sous cette terminologie de l'esthétique relationnelle. Je vais malheureusement passer là-dessus pour avancer un petit peu plus vite. Un schéma de méthodologie générale a été produit. Ça, c'était vraiment dans la restitution, c'était assez plaisant de voir ce groupe nous présenter comme ça, de manière assez explicite, leur méthodologie. Donc, ils ont extrait les dates à partir du nombre d'œuvres associées à ces artistes. À partir de là, ils ont créé un profil d'artiste, c'est cette image-là. Et ils ont expérimenté 2 visualisations. Une sous la forme de réseau d'artistes, par calcul de similarité de trajectoire, je vais aller trop vite, et une autre qui représente la vie des œuvres de ces artistes. Donc, très rapidement, pour ce qui est des réseaux, les artistes de l'esthétique relationnelle ici figurent en rouge, avec en gris les éventuels collaborateurs sur des œuvres. Donc, on peut produire ce type de réseau avec, encore une fois ici, un bémol. Je discutais encore hier avec Paul Girard qui me disait n'hésite pas à dénigrer ce type de visuel puisqu'il considérait que ce n'était pas convaincant et qu'il souhaitait encore travailler davantage dessus la prochaine fois. Et en revanche, Paul et Benoît étaient très contents au final, et nous tous, de la deuxième piste explorée qui permettait d'explorer de manière beaucoup plus fine les œuvres de la collection associées à ce mouvement, en produisant donc ce type de visualisation. Alors je vais faire un petit zoom, je vous indique comment ça fonctionne. Vous avez une ligne pour chacune des œuvres, c'est pour ça que vous retrouvez souvent le même artiste, Pareno, mais avec à chaque fois une œuvre distincte, avec en bleu la date de création de l'œuvre, en orange la date d'acquisition par l'institution, par le CNAP. Donc l'espacement, la zone surlignée en jaune, vous donne l'écart entre la date de création et la date d'acquisition. Chaque barre rouge correspond à une exposition. Et donc, grâce à ce type de visuel, on peut assez rapidement définir ce qu'on appelle des patterns, enfin des typologies, des modèles. Par exemple, si je zoome sur cette image-là, on va pouvoir observer dans la partie supérieure que une des œuvres phares de la collection, qui est la déesse de Orozco, est très vite acquise après sa création. C'est celle qui fait l'objet du maximum de barres rouges, c'est celle qui est tout en haut en fait. Vous voyez, plein de barres rouges qui correspondent à autant d'expositions de cette œuvre.
De même pour Henrik Plenge Jacobsen, comme vous pouvez le voir, qui fait l'objet d'une acquisition de plusieurs œuvres qui sont très rapidement exposées, mais là, une fois. Donc vous pouvez, comme ça, aller sur différents types d'analyses, selon que vous vous intéressez à cette question des intensités, de la réactivité de l'État, et de ce qu'on appelle les rattrapages, qui était notamment une des thématiques qui a été travaillée aussi lors du second data sprint. Voilà. Je voulais juste faire un lien sur, effectivement, le travail qui a été présenté ici en 2013 du Datascape, qui aussi se basait sur une vision linéaire des œuvres d'art, de la vie des œuvres, et on ne peut que se rendre compte à l'occasion du second data sprint que c'est effectivement l'une des visualisations qui a été privilégiée, hein, la vision linéaire, enfin, la timeline, la ligne de temps, pour observer non seulement maintenant la vie des artistes, mais surtout la vie des œuvres. Donc voilà, je vous remercie. Hein. En conclusion, peut-être une minute. Ça fera 1 heure pile. Ces brèves présentations ne peuvent pas résumer les recherches, hein, évidemment, de chacun des groupes. Pour certaines d'entre elles en cours, il est important pour les data sprints de veiller à une continuité, sinon effectivement c'est juste un hackathon, un one-shot. Donc c'est important d'inscrire ça dans le temps et de continuer sur la durée. Vous aurez compris, je pense, que le data sprint, par sa démarche expérimentale, je sais que le mot est galvaudé, mais là c'est quand même vrai, se permet des échecs aussi. Donc j'ai souhaité à la fois vous présenter ces micro-réussites comme ces micro-échecs et d'exprimer toutes les réserves qui doivent accompagner l'analyse des données qui, comme on le sait malheureusement, n'ont jamais été produites pour les chercheurs en histoire de l'art ou en sciences sociales. Donc être toujours très vigilant quant à l'analyse des données, et j'espère vous avoir montré une approche qui est à la fois quantitative et qualitative, qui à mes yeux semble parfois effectivement faire défaut lorsqu'on est trop, moi le premier parfois, fasciné par le big data. Par exemple, là évidemment on n'est pas dans le big data, on est dans des volumes qui ne sont pas négligeables, mais on se situerait entre le medium et le small data peut-être, mais cela n'empêche pas effectivement d'avoir cette approche quali et quantitative. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation en 1 heure timée juste. Merci beaucoup. Alors je vais prendre quelques questions dans la salle s'il y en a. Ou sinon peut-être laisser peut-être la parole éventuellement si Aude vous souhaite compléter le propos de Christophe sur un des points. Non, moi je ne souhaite pas justement. Non, c'était très bien. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire en réalité. Je pense que cette visualisation aussi, d'une certaine manière, de ces 3 jours qui remontent maintenant à 1 an, effectivement, qui était un survol quand même de 128 ans d'acquisition du CNAP, était très, très stimulante. C'est une manière très différente d'approcher évidemment la collection. Nous la connaissons à la fois dans ses grandes masses et dans sa matérialité quotidienne, et de l'analyser de cette manière-là. On a trouvé ça tout à fait passionnant avec nos différents collègues de collection. Philippe Bettinelli est là, mais il y avait donc Xavier-Philippe Guillochon, Juliette Paulet et Pascal Boss. Qui est là au fond d'ailleurs. En fait, il y a beaucoup de participants. Il est là. Il est arrivé. Donc n'hésitez pas aussi à leur poser des questions directement. Donc merci. Merci au CNAP. Alors si pour qu'il y ait des questions qui arrivent, je vais en poser moi une question. Concernant finalement le rapport par rapport au CNAP, pour être à la fois, on va dire, dans une institution qui produit de la donnée, là c'est des données de collection, mais également des données de recherche sur les collections, notamment les collections publiques françaises, et en étant aussi un peu, en aimant les côtés un peu d'expérimentation, de bidouille aussi. Je pense qu'il faut assumer le côté bidouille pour essayer d'expérimenter des choses. Je me posais la question sur est-ce que ça vous a posé des questions en tant que personne qui gère des collections, des bases de données, dans vos pratiques de saisie, sur la notion de thésaurus. Tu as évoqué qu'il y avait éventuellement un projet en cours sur la notion de thésaurus.
Voilà, la question de pour travailler sur les notions de thésaurus et pour ensuite nettoyer des bases de données, on se rend compte que c'est une question très importante et finalement peut remettre en question nos pratiques de saisie. C'est une question un peu piège et un peu fourre-tout aussi. Je ne sais pas si je vais y répondre vraiment, mais on va dire que la collection, c'est 228 ans, et la base de données sur laquelle on a commencé à numériser la collection, elle a à peu près 30 ans. Je pense qu'on a travaillé donc avec Vidéo Muséum, qui est cet outil partagé avec l'ensemble des collections d'art contemporain en France, avec les fonds régionaux d'art contemporain, évidemment avec le Musée national d'art moderne et un certain nombre d'autres collections en France, musée de Marseille, le musée de Grenoble, de Toulouse, etc., de Nantes, de Rennes. Donc on a établi un certain nombre de règles en commun au départ. Enfin, j'étais pas là, mais donc c'était dans les années 80. On s'aperçoit, et justement, c'était une des questions qui a surgi au moment du Data Sprint. On s'est aperçu que justement cette question du thésaurus, elle restait encore assez cruciale et elle n'avait pas forcément été beaucoup traitée dans notre approche et dans l'usage de la base de données. Donc c'est justement un des sujets sur lesquels on aimerait bien travailler avec le Media Lab, avec l'école du Louvre. On va voir ça, on n'est pas encore tout à fait fixé. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il reste encore énormément de choses à faire sur cette base de données, sur laquelle on a travaillé finalement sur un outil, un semi-big data, qui reste encore à affiner. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais j'avais envie en tout cas de le dire. Si, merci. Je ne sais pas si tu voulais ajouter... Non, la question s'adressait au CNAP. Alors, est-ce qu'il y a une question? Aucune. Ah, une question ici. De Baudet. Quelles sont, puisque bon, moi je suis du Musée national d'art moderne, on a eu cette expérience la semaine dernière de Data Sprint, et je me demandais qu'est-ce que le CNAP imagine comme perspective à partir de ce travail, à part la réflexion sur le thésaurus, qui est une chose importante, mais est-ce qu'il y a d'autres perspectives, parce que j'ai le sentiment que ces visualisations, enfin vous l'avez dit d'ailleurs, elles disent un peu quelque chose, mais elles disent aussi plein de choses fausses, ça dépend comment on les regarde, donc voilà. Peut-être mes collègues voudront ajouter quelque chose, mais je pense que justement, elle stimule suffisamment l'esprit pour se dire qu'il y a un nombre important de recherches à faire sur la collection, qui peuvent concerner aussi bien, mais qui sont un peu disons des effets collatéraux de cette approche en data sprint sur la question des acquisitions, la question du thésaurus. Voilà, donc, et je pense que les effets du data sprint n'ont pas encore tout donné de ce qu'ils peuvent donner. Non, clairement, juste pour ajouter, je me rends compte, c'est sûrement la fatigue de la semaine dernière, j'ai oublié de dire que c'est un projet aussi qui est soutenu par le LIEP et que nous de notre côté, comment dire, il y a des recherches qui sont en cours. Vincent ici présent continue de travailler sur certains aspects de la collection. Donc il y a aussi une dimension scientifique sur évidemment le périmètre des données qui nous semble le mieux renseigné, le plus pertinent. Enfin, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais il y a effectivement la manière dont, ce que peut tirer le CNAP de ce type d'expérience, mais qu'au départ, c'est vrai que si on s'est rejoint, c'était vraiment sur cette idée de favoriser des publications scientifiques sur cette base de données. Tu me corriges si je me trompe. Mais... Vincent, peut-être. Il y a peut-être une chose importante à dire que moi, tu l'as dit, mais j'ai dû oublier des choses. C'est que ça a quand même un effet en retour. Alors, ça varie sans doute d'une collection à l'autre, d'un partenaire à l'autre, mais ça a un effet en retour qui est que
c'est ce qu'on dit quand on approche des partenaires potentiels en disant vous allez voir vos données de manière différente. Et ça paraît présomptueux quand on s'adresse à des gens qui ont le nez collé sur leurs données ou alors qui vivent dans leurs données. Et le fait que les visualisations soient fausses ou trompeuses, c'est sans doute une assez bonne chose. C'est-à-dire que la bonne distance aux données et la bonne représentation d'une collection, elle est quand même assez... C'est une question qui est ouverte, je pense. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement... on peut représenter les collections à travers des tableaux, on peut représenter les collections à travers des... Il y a plein de manières de représenter des collections, et moi je ne sais pas exactement encore ce que c'est qu'une bonne représentation de collection. Alors, il y a des erreurs qui peuvent être faites parce qu'il y a des erreurs de catégorisation, et que les représentations graphiques assez simples qu'on a présentées, elles ont une vertu, c'est qu'elles font voir très rapidement des erreurs ou alors des monstruosités de catégorisation, qui sont intéressantes parce que ça renseigne sur la façon dont on a renseigné l'existence d'un thésaurus, est-ce qu'il est contraignant ou est-ce qu'on renseigne en texte libre. Et puis il y a aussi, je pense, une question qui est assez importante pour les historiens de l'art qui sont ici ou pas, c'est quand on a une collection avec 100 000 œuvres, ou plus pour certains grands musées, comment est-ce qu'on donne à voir ça? Autrement qu'il y a 8 secteurs de collection, dans ces 8 secteurs de collection, il y a 25 sous-secteurs de collection, ce qui est très très rassurant pour tout le monde. Et on sait, moi je sais, toutes les représentations qu'on a données, elles sont très insatisfaisantes pour tout le monde. Je pense à commencer par les gens qui les font, parce que la timeline, ça donne à penser qu'il y a une chronologie, alors qu'il y a sans arrêt des mouvements de retour, des mouvements de rattrapage. Vous êtes un peu limité parce que vous n'allez pas remonter, vous n'allez pas acheter des œuvres qui ont été produites il y a longtemps après le moment d'achat. Mais il y a des musées qui font des rattrapages. Donc la temporalité toute simple de acte de création, acte d'acquisition, acte d'exposition, elle n'est pas du tout linéaire. C'est fait de plein de boucles. Et donc représenter ça, c'est pas complètement trivial. La représentation sur un planisphère, ça emmerde tout le monde. Pour des bonnes raisons, c'est que ça donne à voir très peu de choses en fait, parce que ce qui compte en fait, c'est les sauts de puces que font les œuvres du musée vers d'autres expositions, entre expositions, et ça c'est très très difficile à représenter. Quand on a 6000 expositions uniques, qui impliquent 70 000 œuvres, moi je ne sais pas exactement comment faire ça. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on fait beaucoup d'erreurs, mais tant qu'on les fait entre nous, elles sont productives d'une réaction très saine de votre part, qui consiste à dire ça vraiment vous vous trompez. Et puis nous on pousse un peu, ou des historiens de l'art pousseraient un peu en disant oui mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise représentation? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit ces monstruosités là? Donc en termes de création d'un dialogue sur, disons pour déniaiser un peu l'histoire de l'art du côté carte et chronologie, je pense que c'est une très bonne chose. Mais je pense que comme plein de domaines dans les sciences sociales, la bonne représentation, c'est toujours une question ouverte. Je ne sais pas si une personne souhaite réagir à cette dernière intervention. Je pose une dernière question et après je vous libère. Media Lab, le Media Lab de Sciences Po publie, tu l'as évoqué dans tes premières slides, beaucoup d'outils en open source qui sont pas mal utilisés par la communauté des humanités numériques. Et je me demandais si dans l'utilisation de ces outils, est-ce que vous êtes aperçu que les données en histoire de l'art amènent d'autres questions que finalement ce que les données habituelles utilisées ou sur laquelle vous allez manipuler les outils comme GEFI pour les réseaux. Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques aux données des collections qui n'auraient pas été aperçues en manipulant d'autres jeux de données? C'est une question un peu complexe. Moi, je pense que ce qui est très intéressant dans cela, c'est que c'est vraiment la question du thésaurus, c'est-à-dire que les thésaurus, ils ont une histoire, et que les historiens de l'art passent avec les conservateurs et qui requalifient les œuvres, pas constamment, mais en continu. Et que ça, c'est une question qui est aussi très très difficile à adresser, à traiter. C'est-à-dire que donner à voir l'historicité des modes de jugement et d'appréciation des œuvres,
C'est très intéressant parce que là on a une très très belle collection et des historiens de l'art qui travaillent dessus, des conservateurs qui travaillent dessus, et que j'ai l'impression que ce sont des objets qui ont cette caractéristique, c'est pas les seuls objets, mais qui ont des modes de qualification qui évoluent assez rapidement dans le temps, tout en étant assis, disons qu'ils sont très stables parce qu'ils sont attachés, ils appartiennent à une institution, donc ils sont à la fois très stables, ils sont très localisés, mais aussi il y a tout un ensemble d'experts ou de non-experts qui qualifient ces œuvres en continu. Et le Thésaurus, c'est une opération, c'est une tentative d'essayer de stabiliser cette qualification, mais à côté de ça, il y a plein d'autres qualifications, et je pense que décrire ça, c'est-à-dire de traiter le Thésaurus comme de la proto-histoire de l'art, et de décrire aussi tout ce que les historiens de l'art disent sur les œuvres, et ce que les critiques disent sur les œuvres, tous les gens qui ont quelque chose à dire sur les œuvres, ça ouvre un grand spectre. Les œuvres d'art ne sont pas les seules, mais ça fait quand même beaucoup parler, les œuvres d'art. La nourriture aussi, ça fait beaucoup parler. Par exemple, si on fait ça sur la cuisine, on pourrait trouver des choses assez similaires. Et après, au-delà de ces différences, il y a aussi des ressemblances. Enfin, je ne sais pas, par exemple, au sein et en dehors du Media Lab, le projet de la Fabrique de la loi qui est développé, qui s'intéresse à la manière dont une loi est fabriquée et comment elle se dissémine. Quand on avait fait la même chose sur le Datascape, sur la vie des œuvres, finalement, on se dit entre la vie des œuvres et la vie d'une loi, tiens, c'est intéressant, il y a des similarités aussi d'approche. Et donc peut-être que la perspective linéaire, temporelle, n'est pas la révolution, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas au sein de la discipline de l'histoire de l'art, s'intéresser de plus près à la vie des objets. Je regarde Yael en face de moi qui travaille ces questions-là à sa manière aussi. C'est quand même un petit tournant. Enfin, je sais pas, Philippe, tu me diras, mais bon, c'est une idée qui me vient comme ça suite à ta question. Alors, une dernière question, ou sinon je clôt cette troisième séance en remerciant une nouvelle fois Christophe d'avoir accepté cette invitation. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour la 4e séance des lundis numériques, dans laquelle on a le plaisir d'inviter, j'ai oublié son nom, une personne de Europeana qui a lancé récemment un portail dédié à l'histoire de l'art, qui est finalement un sous-portail de Europeana. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.